Alors que la trêve internationale bat son plein, l'actualité olympienne est rythmée par des nouvelles inquiétantes sur le plan des blessures, notamment pour Bamo Meïté et Ismaïla Sarr. Ça pourrait nous coûter cher sur le sprint final et on va en parler dans cet épisode. On reviendra aussi sur deux nouvelles rumeurs mercato concernant les latéraux, on évoquera aussi la situation de Joaquín Correa et d'autres petites infos intéressantes sur l'actualité de l'OM. Avant de commencer la vidéo, petite question pour vous comme d'habitude, qui pour remplacer Ismaïla Sarr si son absence longue durée se confirme? Quel dispositif faut-il utiliser selon vous? J'attends vos avis en commentaire. On passe directement au vif du sujet en commençant par une info en marge d'OM PSG. L'équipe expliquait samedi matin qu'un arrêté devait être pris pour interdire le déplacement des supporters parisiens au Vélodrome pour le classique. Il sera très probablement officiel en début de semaine et c'est une info qui nous surprend pas vraiment. L'équipe rappelle d'ailleurs que le dernier déplacement de supporters parisiens au Vélodrome remonte au mois d'avril 2015, et c'est une décision plutôt logique étant donné que les supporters marseillais n'avaient pas le droit de se déplacer lors du match aller en première partie de saison. À côté de ça, la LFP a pris une bonne décision concernant la programmation de la 29e journée de Ligue 1. Le match contre Nice était initialement prévu le 14 avril au Vélodrome et s'intercalait entre le match aller et le match retour contre Benfica en Europa League. Ça nous aurait obligé à jouer 3 matchs en une semaine alors que c'est une échéance européenne plus qu'importante. La LFP a donc décidé d'aménager le calendrier pour préserver les 3 clubs français qui sont encore en lice en Coupe de France. Le match contre Nice se jouera le mercredi 24 avril à 21h, les matchs de Paris et de Lille sont eux programmés à 19h le même jour. C'est une bonne décision parce que c'est aussi dans l'intérêt de la LFP de mettre les représentants français dans les meilleures conditions, c'est important pour l'indice UEFA et ça se fait déjà dans d'autres championnats. Pablo Longoria a félicité la Ligue pour leur décision, une décision qui résulte de discussions au sein du conseil d'administration de la LFP. Il parle d'une décision forte et d'un acte d'unité autour des clubs français pour se donner de meilleures chances de réussite sur la scène européenne. Dans le dernier épisode, on a évoqué l'avenir de Vitinha qui pourrait se dessiner au Genoa, même si rien n'est encore acté, la porte semble un peu plus ouverte qu'au moment de son arrivée. Il a eu une nouvelle occasion de s'exprimer pour la Gazzetta dello Sport en revenant sur son année compliquée à Marseille. Il explique notamment que c'était la première fois qu'il sortait de sa zone de confort, que son transfert était sa première expérience à l'étranger, et qu'il avait ressenti le poids du prix de son transfert, ce qui était quand même inévitable puisque c'est un investissement super important pour les finances du club, et évidemment les attentes vont avec. Il poursuit en expliquant qu'il avait beaucoup de pression liée à ça et que ça avait eu un effet très négatif. Il devait aussi apprendre une nouvelle langue, s'adapter à un nouvel environnement et composer avec des difficultés familiales. Pour autant, il considère son année comme étant fructueuse, ça fait partie de l'apprentissage, mais il a aussi considéré que le mercato d'hiver c'était le bon moment pour partir et se relancer ailleurs. Il a pointé le club du doigt en expliquant qu'au Genoa il y avait des gens qui le soutenaient, qui l'aidaient et qui lui témoignaient leur confiance. Il sous-entend aussi que l'OM l'avait acheté avec l'objectif d'avoir des résultats immédiats, tandis qu'à Gênes il semble plus patient avec son potentiel et en l'encadrant globalement mieux d'après lui. A voir maintenant si son aventure au Genoa va se poursuivre l'année prochaine, ça dépendra de ce qu'il va montrer d'ici le mois de mai, on y sera attentif dans Focus sur les prêtés, mais quoi qu'il en soit, son prêt lui a permis de reprendre un peu de confiance, et c'est déjà une très bonne chose tout en sachant que Gilardino semble compter davantage sur lui depuis 2 ou 3 matchs. Sur Joaquín Correa maintenant, l'équipe parlait d'un salaire de 450 000 € mensuels qui le plaçait comme deuxième plus gros salaire de l'effectif aux côtés de Verretou et Kondogbia pour qui c'est déjà un peu plus logique. Foot Mercato parle de leur côté d'un salaire de 360 000 € mensuels qui reste malgré tout très important pour un joueur qui ne joue plus et qui n'a rien montré depuis son arrivée à part de la nonchalance. Il s'est blessé contre Brighton en manquant 1 mois de compétition, il s'est blessé contre l'Ajax en manquant 1 mois de compétition, mais depuis son retour fin janvier, il n'a joué que 20 minutes au total. Encore pire, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, il ne compte que 7 minutes de jeu avec une unique entrée contre Clermont. On a aussi vu passer quelques vidéos d'entraînement où il était là aussi très nonchalant, ça doit pas plaire à Gasset qui aime les joueurs qui se donnent à fond. Il a montré qu'il était capable de relancer des joueurs en difficulté, mais Correa semble partir de très loin dans la hiérarchie. Sur son avenir, faut pas oublier que c'est un prêt avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros si on se qualifie direct en Ligue des Champions. A priori, ça ne concerne pas le cas où l'OM finirait 4ème et qui obligerait l'équipe à passer par le 3e tour préliminaire et le barrage. Cela dit, si on ne se qualifie pas, l'option d'achat deviendrait dans ce cas optionnelle et passerait à 13 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport explique que l'Inter veut absolument se débarrasser de lui, et ça on n'est pas surpris. Il propose de baisser l'option d'achat à 10 millions pour convaincre la direction marseillaise de le garder, mais ça paraît totalement inconcevable que ce soit le cas. L'attitude est pas bonne du tout, les performances on va même pas en parler. Si on terminait sur le podium et que l'option d'achat était automatiquement levée, je pense même que Longoria tentera de le vendre dès cet été. On enchaîne avec un point sur l'infirmerie, on l'a dit en intro, on a eu 2 mauvaises nouvelles concernant les blessures. D'abord Bamo Meïté qui s'est blessé à l'entraînement sur un duel avec
avec Luis Enrique qui lui serait retombé dessus. La Provence parlait vendredi soir d'une double entorse de la cheville et d'un pépin au genou qui s'est rajouté. Une grosse blessure qui devrait mettre fin à sa saison, c'est un gros coup dur pour lui parce qu'il avait un temps de jeu de plus en plus important en montrant de très bonnes choses par la même occasion. C'est aussi un gros coup dur pour Gasset qui aura une solution en moins en défense centrale alors que Gigot n'est toujours pas de retour et que Balerdi a eu un pépin physique avant le match contre Rennes. L'OM a confirmé la nouvelle dans un communiqué, le joueur va devoir se reposer pendant plusieurs semaines avant de passer à un programme de réathlétisation pour préparer son retour à la compétition. Cela dit, au vu des matchs qu'il reste, ça paraît très compliqué de le revoir avant la prépa de cet été. L'autre mauvaise nouvelle concerne Ismaïla Sarr qui s'est blessé face au Gabon avec sa sélection. Aliou Cissé se montrait plutôt optimiste en conférence de presse d'après-match en expliquant qu'il n'y avait pas de gros problèmes et qu'il devait passer des examens médicaux ce samedi. Dans le même temps, le compte Twitter TeamOM officiel affirme que le joueur souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, il serait d'ores et déjà forfait pour le match contre Paris et pourrait même louper plusieurs semaines de compétition. C'est à prendre avec des pincettes parce qu'on attend l'information officielle pour en être sûr et certain, mais ce serait un nouveau coup dur. C'est notre seul ailier de métier donc on pourra pas forcément facilement jouer en 4-3-3 à moins de mettre Harit et Ndiaye sur les côtés. Pour le 3-5-2 ce sera pas simple non plus entre l'absence de Meïté et celle de Gigot. Cela dit, heureusement qu'on a la présence de Moumbagna qui grattera certainement plus de temps de jeu dans ce contexte-là. A voir comment Gasset va composer avec tout ça, mais ça va poser des problèmes sur le sprint final. On n'a pas été épargné par les blessures cette saison, Rongier, Nadir et Murillo sont blessés de longue date, Correa a loupé pas mal de matchs aussi, Kondogbia a enchaîné les pépins réguliers, Verretou et Gigot en ont eu ou en ont encore selon, donc c'est très compliqué. Ça nous questionne sur le staff médical avec des changements à ce niveau-là. Jean-Baptiste Grisoli qui a été débarqué en début de saison, lui qui avait des rapports tendus avec la direction qui n'était pas satisfaite du secteur médical. Il ne restait plus que Mathias Giustiniani au sein du club. RMC précisait au moment du départ de Grisoli que la direction cherchait un nouveau médecin pour l'accompagner, mais on n'a pas eu d'informations depuis, alors que dans le même temps le secteur médical a été réorganisé, avec Abdous Bihi qui est passé de directeur technique médical à expert de la stratégie médicale, comme le rappelle très bien OM Passion aujourd'hui. Après faut pas oublier que la préparation physique n'a pas été très bonne sous Marcelino, bien au contraire, et c'est un retard qu'on ne rattrape jamais vraiment. Là aussi ce sera un enjeu très important pour la saison prochaine, avec l'objectif de ne pas répéter les mêmes erreurs. On termine cette vidéo en revenant sur deux informations mercato qui concernent les latéraux. D'abord, le Républicain sportif parle d'un intérêt de l'OM pour Ferdi Kadioglu, le latéral gauche de Fenerbahçe est titulaire indiscutable, sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros par Transfermarkt, même si comme je le dis toujours, ça reste à titre indicatif. La source explique que l'OM serait prête à mettre 10 millions sur la table pour le faire signer, et il faudra faire face à la concurrence de clubs comme l'Inter ou la Roma qui sont très intéressés aussi. A voir si l'OM bougera vraiment sur le côté gauche, étant donné que Merlin et Garcia viennent tout juste d'arriver, ce serait très surprenant mais à voir sur le prochain mercato. Dernière information de cette vidéo, Nicolo Schira parle d'un intérêt pour Agustin Giey, jeune latéral droit argentin de 20 ans qui évolue du côté de San Lorenzo, il enchaîne actuellement les matchs avec son club et ça attire les convoitises. La source explique que plusieurs clubs sont intéressés, comme Nice en France, Villarreal ou encore Séville. Transfermarkt l'évalue autour de 8 millions d'euros avec 2 ans et demi de contrat restant en Argentine. Ils vont pas le brader et encore une fois on va voir ce qui va se passer du côté des latéraux en fin de saison. Longoria parlait d'une prolongation pour Jonathan Klaus mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Il lui restera seulement un an de contrat et les relations étaient très tendues début janvier. S'il ne prolonge pas la direction, lui cherchera une porte de sortie très naturellement. Donc ça reste plausible d'imaginer que la direction sera attentive à ce poste de latéral droit s'il ne reste qu'Amir Murillo dans l'effectif. Pour revenir à Giey, c'est pas la première fois qu'on entend parler de la piste, c'est un jeune prometteur qui a de belles qualités offensives, notamment en termes de centre et par ses projections qui font mal. Après on l'a dit, il y a de la concurrence, ce sera pas simple de boucler son arrivée, mais comme le dit Longoria, c'est important de faire venir des jeunes joueurs pour créer de la valeur, et pour le coup, Agustin Giey correspond parfaitement à cette idée-là. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochains contenus. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez Meïté dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à vraiment très vite pour une prochaine vidéo qui devrait sortir dimanche dans la matinée ou aux alentours de midi. N'hésitez pas à être au rendez-vous parce que je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.